Salam alaikum et bonjour dans ce neuvième cours de notre module. Toujours dans le chapitre 4, nous allons aborder la deuxième partie qui concerne la propagation des ondes électromagnétiques dans les plasmas. D'abord, définissons ce qu'est un plasma. Un plasma ou les plasmas sont une espèce de gaz assez particulière. Et il constitue à peu près ce qu'ils appellent les physiciens le quatrième état de la matière. Donc c'est une forme de matière un peu particulière qui se présente sous forme d'un gaz d'ion, et on peut dans ces conditions-là distinguer deux types de plasmas: les plasmas chauds et les plasmas froids. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un plasma chaud et un plasma froid? Alors, les plasmas chauds sont les plasmas où l'ionisation des atomes et des molécules s'est faite par élévation de température. Donc, dès que l'énergie thermique dépasse l'énergie d'ionisation des atomes et des ions, ils perdent leurs électrons et deviennent des ions et qui baignent dans un même environnement. On parle de plasma chaud. C'est à peu près ce qui se passe sur le Soleil. Et le deuxième type de plasma, c'est le plasma froid. Ce sont des gaz à basse pression, à basse température, à pression ambiante ou à basse pression, à basse température, mais dont l'ionisation c'est faite par d'autres facteurs que la température. Par exemple, par un rayonnement énergétique. Appelons que les rayonnements ultraviolets et plus en énergie, c'est-à-dire qui correspondent à des longueurs d'onde inférieures à 350 nanomètres, sont des rayonnements qu'on appelle ionisants, et donc qui permettent de séparer les charges électriques les électrons de leurs atomes, ce qui permet d'ioniser ces gaz. Ou par exemple par la présence d'un fort champ électrique qui permet d'arracher les électrons de leurs atomes ou de leurs ions et d'avoir un gaz où baignent les ions positifs et les ions négatifs les uns à côté des autres, sans pouvoir se recombiner, ou s'ils se recombinent, ils sont immédiatement reséparés à nouveau à cause des facteurs qu'on a dit. La haute couche atmosphérique agit comme un bouclier contre les rayonnements très énergétiques qui arrivent de l'extérieur de la planète, et particulièrement des rayonnements solaires. Il n'y a pas que les rayonnements solaires, mais bien particulièrement, c'est les rayonnements solaires qui arrivent avec de fortes énergies. Et ces rayonnements qui arrivent à forte énergie sont absorbés par cette couche qui agit comme un protecteur, comme un toit protecteur, et qui protège la vie de ces rayonnements parce que c'est des rayonnements qui sont très ionisants. Ça veut dire qu'ils sont très dégradants de la vie sur Terre. Et en absorbant ces rayonnements, les atomes et molécules de la haute atmosphère vont s'ioniser, et ils vont produire une espèce de couche de gaz ionisé qu'on appelle l'ionosphère. Donc l'ionosphère elle-même est répartie sur plusieurs couches. Se situe entre 75 km et 250 km d'altitude, et c'est une espèce de gaz ionisé, qui sont ionisés à cause des rayonnements cosmiques en permanence, et qui, en s'ionisant, absorbent les rayonnements nocifs pour protéger la vie sur Terre. À titre d'indication, la station spatiale ISS se trouve à 400 km d'altitude, c'est-à-dire pour avoir une idée de l'ordre de grandeur de la position de la station spatiale par rapport à la couche atmosphérique qu'on appelle l'ionosphère. Cette couche se trouve bien sûr, puisqu'elle est en altitude, à basse pression,
Et comme la pression est basse, il y a très peu d'interaction entre les ions, donc les noyaux ionisés des gaz et leurs électrons. Et on parle d'un plasma froid dilué. Pourquoi dilué? Parce qu'il est très peu dense, il y a très peu d'interaction, c'est des pressions très faibles et ça a une particularité dans ce qu'on va voir plus tard. Alors on signale que globalement le plasma reste neutre parce qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives. Donc le bilan électrique fait qu'on a un plasma globalement neutre, mais il y a un amalgame ou un mélange d'ions positifs qui ont subi une extraction de leurs électrons et des électrons qui baignent dans le même environnement. Alors, dans un état normal, un gaz est supposé être isolant, mais là, vu qu'on est en présence d'un gaz avec des ions positifs et négatifs qui baignent et qui sont libres de se déplacer, donc il devient conducteur. Et donc, il y a interaction entre le champ électrique et champ magnétique d'une onde et les atomes et les ions, particulièrement les ions de manière générale de ce plasma. Donc, il va avoir des effets bien particuliers de l'interaction entre une onde électromagnétique et le plasma. Déterminons un peu la conductivité de ce plasma, qui est un facteur très important. Et pour cela, considérons le modèle de Drude. Alors, le modèle de Drude, c'est une application de la deuxième loi de la dynamique de Newton, et qui dit que la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces appliquées sur cette particule. Donc, nous avons un ion qui subit les forces. Quelle force? Il y a la force de son poids, la gravité, et la force de Lorentz. Rappelez-vous les premiers cours, la force de Lorentz, c'est le champ électrique plus la vitesse de l'ion, parce qu'ils ne sont pas statiques, les ions, et dans un plasma, plus la vitesse vectorielle, le champ magnétique, qu'on multiplie par la valeur de cette charge. Et l'accélération n'est autre que la dérivée de la vitesse. Alors, à très haute altitude, et particulièrement parce que c'est des particules très peu massives, je rappelle que la masse de l'électron est de l'ordre de 10 puissance moins 31 kg, les forces gravitationnelles sont très négligeables face aux forces électriques et électromagnétiques. Et d'un autre côté, on va essayer d'évaluer la grandeur V vectorielle B par rapport à la grandeur E. Alors, on a vu que dans le cas du vide, la valeur algébrique du champ magnétique est approximativement égale à E sur C. Est égale à E sur C, où C est la vitesse de la lumière. Bon, il faut revenir à peu près au cours numéro 5. Et donc, si je calcule le module de V vectoriel B, le V vectoriel B, on aura à peu près est égal à V fois B. Bon, si V et B, au mieux, ils sont perpendiculaires, on aura au maximum V fois B. Or, B, c'est égal à E sur C. Donc, si je remplace, cette grandeur serait égale à V sur C fois E. Donc, je vais remplacer B par sa valeur et j'ai une grandeur V vectoriel B qui serait approximativement égale à V sur C fois E. Et quand nous sommes avec des particules non relativistes, que ça veut dire non relativistes, c'est-à-dire qu'on n'a pas atteint le dixième de la vitesse de la lumière. La vitesse des particules ne dépasse pas au moins 10% de la vitesse de la lumière. Si, dans un autre problème, vous rencontrez des vitesses qui dépassent
le dixième de la vitesse de la lumière, là, il faut prendre en compte la relativité restreinte d'Einstein parce qu'on va avoir d'autres phénomènes plus complexes qui vont apparaître. Mais dans le cas standard, dans le cas normal, on a les particules n'atteignent jamais, enfin rarement, les vitesses du dixième de la vitesse de la lumière. Et donc, si V est très petit devant C, le rapport V sur C est très petit devant 1, et donc V sur C fois E est très inférieur devant E, ce qui fait que cette grandeur, V vectoriel B, qui est égale à ça, est très très petit devant le champ électrique E. Donc cette grandeur va être négligée devant le champ électrique. Et donc, la force de Lorentz, qui est égale à E plus V vectoriel B fois la charge, va se résumer à uniquement E fois la charge, puisque ce terme-là va être négligé devant la valeur de E. Donc, si je reviens au modèle de Drude, j'aurai la masse fois la dérivée de la vitesse, qui représente l'accélération, est égale à la charge fois le champ électrique. Alors, les lois de l'électrocinétique, vous avez vu ça l'année passée, montrent qu'il y a une dépendance directe entre la densité du courant et la vitesse de ces charges. Bien sûr, facteur de la valeur de leur charge et facteur du nombre, n représente ici le nombre de charges par mètre cube. C'est la densité de charge en nombre, c'est-à-dire le nombre de particules pour chaque mètre cube. Donc J représente la densité de courant de cette particule. Donc dès que des particules chargées se déplacent, il y a un courant, une densité de courant qui vaut N fois Q fois V. Alors, j'attire l'attention que le nombre complexe I, le nombre complexe dont le carré est égal à moins 1, je le note I minuscule, hein, pour ne pas confondre avec le J. Donc, le J, on le garde pour la densité de courant, alors que I, le carré de I est égal à moins 1, c'est le nombre complexe que vous connaissez. C'est juste pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, à partir de l'équation de l'électrocinétique, où la densité de courant est égale à NQV, je tire la vitesse, V est égal à 1 sur N fois Q multiplié par J. Donc, je remplace dans l'équation de Drude, équation 1, j'aurai M fois la dérivée de la vitesse, donc 1 sur N fois Q, qui est constant, dérivée de G par rapport au temps est égale à Q fois E. Je fais passer NQ au deuxième membre, je trouve que M fois dérivée de J par rapport au temps est égal à NQ au carré fois E. Q fois Q, ça donne Q au carré. Dans le cas des ondes planes progressives harmoniques, une OPPH, onde plane progressive harmonique, je rappelle que faire une dérivation par rapport au temps revient, et c'est équivalent, ce n'est pas égal, c'est équivalent à multiplier par I oméga. Vous pouvez prendre n'importe quelle onde plane progressive harmonique, vous le dérivez par rapport au temps, vous allez trouver que vous allez en fait multiplier par I oméga. Et on peut aussi montrer que nabla est équivalent à multiplier par I fois le vecteur d'onde K. Donc c'est des astuces qui sont propres aux ondes planes progressives harmoniques et ceux qui sont similaires à ça. Donc, la dérivée de J par rapport au temps revient multiplié par I oméga. Donc, j'obtiens dans la relation de Drude M I oméga J est égal à NQ2 fois E. Donc, J va s'exprimer par égal NQ au carré divisé par I fois la masse
fois la pulsation. Et ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle l'équation locale d'Ohm. J est égal à sigma E. C'est de la même forme. Donc, on peut écrire que dans le plasma, on a une conductivité sigma. Dans ce type de plasma, un plasma dilué, une conductivité qui est égale à nq au carré sur I fois la masse de l'ion fois la pulsation de l'onde. Alors, ça, c'est pour une charge quelconque. Or, dans un plasma, on peut trouver des ions positifs et on peut trouver des électrons. Et donc, la densité de courant totale, c'est la somme de tous les types d'ions. Et donc, je vais écrire que J, c'est la densité de courant des ions plus la densité de courant des électrons. Et je prends la même expression, je fais la somme, sauf que je remplace ici par la masse des ions et ici par la masse des électrons. Et si je fais sortir facteur commun nq2 sur I oméga E, je trouve cette expression 1 sur grand M plus 1 sur petit m. Et si j'analyse un peu les données spécifiques, je sais que les ions sont toujours beaucoup plus lourds que les électrons. M des ions est très grand devant petit m. Et le plus petit des ions, c'est un proton. C'est la valeur la plus petite. Et un proton est 1836 fois plus massif qu'un électron. Donc, il est 1836 fois la masse d'un électron. Donc, la masse d'électrons est très très petite devant la masse des ions, ce qui fait que 1 sur la masse des ions est très très petit devant 1 sur la masse des électrons, ce qui fait que ce terme-là va être négligeable devant ce terme-là. Lorsqu'on fait une somme et que ce terme-là est très petit devant ce terme-là, on le néglige. Donc, en définitive, il nous va rester qui est dominant que la densité de courant des électrons présents dans le plasma. Et donc, j'aurai J qui est égal à NE au carré, qui est la charge des électrons au carré, sur IM oméga. Alors, c'est l'effet de... comment interpréter ça physiquement? C'est l'effet de l'inertie. Lorsque vous essayez de faire bouger, vous essayez de faire vibrer une table, c'est clair que les objets les plus légers vont osciller avec vous plus que les objets les plus lourds. Et c'est l'effet, ce qu'on appelle de l'inertie. Et donc, on va observer plus de densité de courant par rapport aux électrons que par rapport aux ions. Donc, c'est négligeable par rapport aux densités de courant des électrons. Donc, on aboutit à cette équation qui est la loi d'Ohm, c'est-à-dire par analogie au conducteur. C'est la loi d'Ohm locale dans le cas des plasmas dilués qui est NE au carré sur IM oméga avec, en posant sigma égale à NE au carré sur 1 IM oméga, on se rend compte que sigma est un nombre complexe pur imaginaire. C'est un nombre complexe qui n'a pas de partie réelle. C'est un nombre complexe pur imaginaire. Alors, puisque le champ électrique est un réel et que la densité de courant donc va être imaginaire, le champ électrique est un réel, je le multiplie par un nombre pur imaginaire, je trouve un vecteur imaginaire. Donc, sur la représentation de Fresnel, sur la représentation vectorielle, cela correspond à avoir deux vecteurs qui sont déphasés de pi sur 2. Cela représente deux vecteurs perpendiculaires. Et donc, la puissance que va recevoir les charges, la puissance du rayonnement que va recevoir les charges, je vous renvoie au cours numéro 7 sur le bilan énergétique d'une onde électromagnétique dans un volume donné. Nous avons dit qu'il y a une partie
qui concerne les charges, s'ils interagissent avec le champ, cette puissance, elle vaut J scalaire E. Or, J et E sont perpendiculaires et donc le produit scalaire est nul. Donc le produit scalaire est nul. Si le produit scalaire entre la densité de courant et le champ électrique est nul, cela veut dire qu'il n'y a pas de puissance dissipée dans le plasma à travers les charges. Et donc le plasma ne reçoit pas de l'énergie. On peut aussi le calculer par la valeur moyenne de la puissance reçue par les charges, qui est égale à 1/2 de la partie réelle de J scalaire E complexe conjugué. Et puisque le produit scalaire, puisqu'ils sont perpendiculaires, donc ce calcul-là me donne tout le temps un 0. 0 watts reçu par les charges. Le plasma ne reçoit pas, ne dissipe pas de l'énergie, ne prend pas l'énergie de notre rayonnement. Intéressons-nous un peu à cette onde et essayons de déterminer la relation de dispersion. Nous avons parlé, ça veut dire la dispersion des ondes, ou les milieux dispersifs, dans le cours précédent. Et reprenons à partir des équations de Maxwell. Maxwell-Gauss, divergence de D est égale à ρ, divergence de B égale à 0, rotationnel de E, c'est moins dérivé de B par rapport au temps, et le rotationnel de H est égal courant de conduction plus le courant de déplacement. Le courant de déplacement, c'est la dérivée de D par rapport au temps. Sachant que le vecteur d'excitation électrique, c'est Y fois E. Pourquoi j'ai mis Y? Parce qu'on n'est pas dans le vide, on est dans un plasma. Et il faut remplacer par la permittivité électrique du plasma. Et B est égal à mu H. On suppose un mu quelconque qui est différent de mu 0, comme il peut être égal à mu 0, selon les propriétés magnétiques de ce plasma. Alors pour une onde plane progressive harmonique, l'équation 6 de Maxwell-Faraday peut s'écrire le rotationnel de E, je rappelle, rotationnel c'est nabla vectoriel E, et nabla, je peux le remplacer par IK. Uniquement, je rappelle uniquement, dans le cas d'une OPPH. Une OPPH. Qui est égale à moins la dérivée de B par rapport à T, et la dérivée par rapport au temps revient à multiplier par I oméga. Et multiplions les deux membres par le produit vectoriel avec le vecteur d'onde K. Et voyons ce qui va aboutir. Donc, je multiplie par K. Le I, c'est une constante, c'est un nombre complexe, constant, donc il peut sortir de l'intégration. J'aurai K vectoriel, entre parenthèses K vectoriel E, et la même chose ici, K vectoriel B. Le I oméga, il sort du produit vectoriel, c'est des valeurs constantes. Rappelons cette propriété mathématique qui dit que lorsqu'on multiplie par produit vectoriel A avec B vectoriel C, alors ce calcul-là se fait en multipliant produit scalaire A avec C, le résultat c'est un scalaire qu'on multiplie avec B, moins A avec B qu'on multiplie avec C, A à B en produit scalaire. Et essayons d'appliquer cette propriété mathématique à cette équation. Donc, on va voir donc I K scalaire E, donc A avec C, A avec C, le résultat fois B. B, c'est ce cas-là. Moins, donc le I est facteur, donc I, A scalaire B,
Donc, A scalaire B, K scalaire K, qu'on multiplie par C qui est E. Au deuxième membre, moins I oméga K vectoriel B. Sachant que K scalaire E est toujours égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on a dit que pour une onde électromagnétique, le vecteur d'onde doit obligatoirement être perpendiculaire au vecteur champ électrique. Ça, c'est les propriétés des ondes électromagnétiques. On a vu ça dès les premiers cours. Donc, je crois que c'était au cours numéro 5. On avait dit que les propriétés des ondes électromagnétiques imposaient que le vecteur d'onde soit toujours perpendiculaire avec le champ électrique. Et donc, leur produit scalaire est systématiquement nul. Donc, ce terme-là va s'annuler. J'aurai moins I. K scalaire K, c'est K au carré, fois E, qui est égal au deuxième membre, moins I oméga K vectoriel B. Alors, la relation 7 de Maxwell-Ampère, dans le cas d'une onde plane progressive harmonique, ça c'est l'équation de Maxwell-Ampère, c'est ça ce que j'insinue, elle va s'écrire rotationnel de B égale mu0 JC, puisque H c'est B sur mu0, le mu. Alors mu plus mu fois dérivée de D par rapport au temps. Et D, c'est Y fois E. Donc, rotationnel de B est égal à mu0 fois JC plus Y0 mu0, dérivée de E par rapport au temps. Or, Y0 mu0, c'est approximativement, c'est la vitesse c'est l'inverse du carré de la vitesse de la lumière dans le vide. C0 au carré est égal à 1 sur mu0, Y0. Donc, si je remplace, j'aurai le produit, ici, I oméga, la dérivée par rapport au temps, c'est I oméga. Et rappelons que la densité de courant de conduction dans le plasma est égale à ce terme-là, fois E, qui est la conductivité qu'on a démontré au paragraphe précédent. Donc, le deuxième terme, qui est IK vectoriel B, le deuxième terme de l'équation précédente, va s'écrire avec ces éléments-là, mu0, n e au carré sur im oméga plus 1 sur c au carré i oméga. En remplaçant dans l'équation 8, c'est-à-dire la première équation, premier terme, on avait trouvé i k au carré e, c'est le produit vectoriel avec le produit vectoriel k fois e, c'est k vectoriel, entre parenthèses, k vectoriel e, on avait trouvé premier terme vaut ça, et le deuxième terme, i k vectoriel b, on vient de calculer ce qu'il vaut, je trouve ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais arranger un peu ces équations en multipliant les deux membres par moins i. Je ne change rien si je multiplie les deux membres par moins i. Premier membre, i fois i me donne moins 1 fois moins, j'aurai 1. Donc, en multipliant par moins i, j'obtiens 1 ici. Donc, k au carré fois e. Et au deuxième membre, je fais distribuer le moins dans les parenthèses. Je vais trouver moins i mu0 ne2 sur im. Bien sûr, aussi je distribue le oméga. Et 1 sur c au carré, oméga au carré, puisque le i avec le moins i me donne 1.
Et oméga avec oméga me donne oméga au carré. Et j'obtiens oméga au carré sur c au carré moins mu 0 n e2 sur m, le tout multiplié par e. Donc, k au carré fois e égale ce terme-là fois e. Nécessairement, k au carré est égal à ça. K au carré est égal à oméga au carré sur c au carré moins mu 0 n e au carré sur m. C'est cette expression qui est appelée la relation de dispersion. Rappelons ce qu'on a vu dans le cours précédent. La relation de dispersion correspond à la relation, à la fonction qui va relier le vecteur d'onde avec la pulsation oméga. Essayons un peu de l'écrire de manière plus agréable. Je vais prendre la même fraction. Donc, je vais diviser le tout par c au carré. Et donc, j'aurai oméga au carré moins un terme c au carré mu 0 n e au carré sur m. Donc, j'ai juste pris la même fraction. Et en remplaçant c par 1 sur epsilon 0 mu 0, en arrangeant un peu la situation, mu 0 se simplifie avec mu 0, j'aurai oméga au carré moins n e au carré sur m, n e au carré sur m epsilon 0. Ce terme-là, entre parenthèses, je peux l'appeler oméga p au carré. Et donc, je vais l'écrire comme étant k au carré égale oméga au carré moins oméga p au carré sur c. Donc, cette relation de dispersion, je l'ai juste réécrit d'une autre façon en prenant comme variable oméga p égale à ça. Je rappelle, j'ai pris la même fraction par rapport à c au carré et j'ai remplacé dans la parenthèse le c au carré par 1 sur epsilon 0 mu 0 et je retrouve un paramètre n e au carré sur la masse fois epsilon 0 avec oméga p donc qui est égal à racine carrée de n e au carré sur m epsilon 0. Ceci est appelé la pulsation de coupure plasma. La pulsation de coupure plasma. On revient en arrière. Oméga au carré moins oméga p parce qu'on avait moins un terme. Ce terme-là, on l'avait appelé oméga p au carré pour être homogène avec oméga. Alors, cette équation a un nom, l'équation 10, ce qu'on appelle l'équation de dispersion de Klein-Gordon. C'est l'équation de dispersion de Klein-Gordon. Elle est très célèbre. Et donc, si la pulsation de l'onde électromagnétique est supérieure à oméga p, k au carré est positif. Si k au carré est positif, donc k est un nombre réel. Et l'onde traverse le plasma sans problème. Ici, c'est une métaphore. Si l'onde arrive avec une pulsation supérieure, supérieure à oméga p, le vecteur d'onde, k au carré, est positif, donc sa racine existe, c'est un nombre réel, et donc si k existe, l'onde se propage et traverse le plasma. Pour l'onde, le plasma est transparent. Donc elle voit la couche atmosphérique, l'ionosphère, comme un verre transparent. Cependant, si l'onde arrive avec une pulsation plus faible que oméga p, k au carré devient négatif. K au carré devient négatif. Et s'il est négatif, donc le vecteur k est un nombre complexe qu'on pourra écrire. C'est un complexe imaginaire pur.
Donc K serait égal à I racine carrée oméga P au carré moins oméga au carré sur C au carré. C'est un imaginaire pur. Et qu'est-ce qui se passe si le vecteur d'onde est un imaginaire pur? Je remplace dans l'équation d'une onde. K est égal à E égale à E0 exponentielle I oméga t moins kz. Je remplace K. Donc, il a juste une partie imaginaire. Ce qui fait que I avec I devient égal à moins un nombre réel. Donc, j'aurai E0 exponentielle moins la partie imaginaire fois Z exponentielle I oméga t. Ici, j'ai un facteur qui n'est pas complexe, qui est réel et qui est multiplié par l'amplitude. Ce facteur, il est négatif, ça veut dire que l'amplitude du champ diminue. Donc, on a un terme d'atténuation en amplitude. De plus, le facteur exponentiel de l'onde exponentielle I oméga t, ce facteur-là, il n'a pas de vecteur d'onde. Et s'il n'a pas de vecteur d'onde, l'onde ne se propage pas. Et on parle ainsi de ce qu'on appelle une onde évanescente. C'est une onde évanescente, qui veut dire que l'onde ne peut pas avancer, puisqu'elle n'a pas de vecteur d'onde. La question est, où va passer toute l'énergie rayonnée? L'onde ne peut pas rentrer. Si sa pulsation est inférieure à une certaine valeur, elle ne peut pas avancer dans le plasma dilué. Alors, où va passer toute l'énergie rayonnée? La réponse, elle va être réfléchie. Toute l'énergie va être réfléchie. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la puissance dissipée dans le plasma, la puissance absorbée par les charges est nulle. Rappelez-vous, paragraphe précédent. On a vu P puissance des charges est égale J scalaire E. Or, la densité de courant est perpendiculaire au champ électrique, ce qui veut dire que la puissance dissipée dans ce plasma est nulle. Si l'énergie n'est pas absorbée, elle est automatiquement réfléchie. Alors, par exemple, dans le cas, on prend une valeur typique de la densité en nombre des charges de l'ionosphère, de 10 puissance 11 mètres moins 3, donc 10 puissance 11 particules par mètre cube, on trouve une fréquence de coupure plasma de l'ordre de 3 MHz. Donc, j'ai schématisé ici la Terre et la couche de l'ionosphère. Si une antenne émet un rayonnement, émet une onde, avec une fréquence supérieure à la fréquence de coupure de plasma, l'onde traverse l'ionosphère, et ce qui va permettre de communiquer avec les satellites. Donc, toutes les communications avec les satellites se font en hyperfréquence, à des fréquences très très élevées, pour éviter la fréquence de coupure de l'ionosphère. Par contre, si la fréquence est inférieure à 3 MHz, alors l'onde est réfléchie sur cette couche, et ce qui va permettre de communiquer, de transférer des informations à très grande distance, là où la courbure de la Terre ne permet pas une liaison directe en ligne droite. Elle ne permet pas de transmettre l'information directement, mais elle va agir comme un réflecteur. Elle va réfléchir sur l'ionosphère pour être captée à une distance où la courbure de la Terre empêche cette transmission. Donc, en résumé, toutes les communications avec les satellites doivent s'effectuer en hyperfréquence, à des fréquences supérieures à 3 MHz. Bon, on a pris 3, c'est pour avoir l'ordre de grandeur, parce que la densité 1, parfois elle est variable, donc ça donne une plage de fréquences. Par exemple,
Si je prends la radio chaîne 3 algérienne, elle a plusieurs fréquences d'émission. Parmi ces fréquences, on a la fréquence d'émission de la 252 kHz, qui correspond à une longueur d'onde de 1200 mètres. Cette fréquence est bien inférieure à la fréquence de coupure de plasma, et donc les ondes de cette chaîne vont se réfléchir sur l'ionosphère et peuvent être captées dans plusieurs pays d'Europe, alors que pour les fréquences radio en FM, on sait bien que les FM à peu près correspondent à des fréquences supérieures à 76 MHz, commencent à peu près à 86 MHz. Pour des fréquences supérieures à 86 MHz, il ne peut pas y avoir de réflexion, et donc les ondes des radios vont traverser l'ionosphère sans possibilité d'être réfléchies. Même si vous augmentez l'amplitude de cette station radio, elle ne peut pas être captée au-delà d'un certain périmètre à cause des limitations des courbures relatives à la courbure de la Terre. J'attire votre attention que pendant la révolution algérienne, entre 1954 et 1962, une station radio a été installée en Égypte pour donner les informations au peuple algérien par rapport à sa révolution. Et la distance entre l'Égypte et l'Algérie faisait que la courbure de la Terre empêche une liaison directe d'être captée directement, même si on augmente l'intensité. Mais en jouant sur ce phénomène-là, en abaissant la fréquence de l'émission, les ingénieurs arrivaient à transmettre cette radio qui était indépendante et hors de portée de l'administration coloniale à l'époque, pour être captés avec les radios du peuple algérien, même si ils sont à des distances très éloignées. Ce qui lui a valu à l'Égypte quelques soucis diplomatiques et même militaires. Alors, revenons un peu à la dispersion. On a compris que ça veut dire, on a compris le phénomène. Maintenant, on va chercher à comprendre les effets de dispersion des ondes dans le plasma. Alors, la vitesse de phase, on a dit qu'elle se définit par le rapport oméga sur K, alors que la vitesse de groupe se définit par la dérivée de oméga par rapport à K. Ici, vous avez bien remarqué que la relation de dispersion de Klein-Gordon donne une relation non linéaire entre la pulsation et le vecteur d'onde. Donc, le plasma est un milieu dispersif. Et donc, on a des vitesses de groupe qui vont être différentes de la vitesse de phase. Si je calcule le rapport oméga sur K pour avoir la vitesse de groupe, je trouve que c'est égal à 1 sur racine carrée, 1 moins la pulsation de coupure plasma au carré sur oméga. Le tout au carré, bien sûr. Ce facteur-là indique qu'on a un facteur qui dépasse 1 et donc la vitesse de phase est supérieure à la vitesse de la lumière. Je rappelle que cela n'a aucune incidence sur les phénomènes physiques parce que la vitesse de phase n'a pas de signification particulière. Par contre, si je calcule la vitesse de groupe, qui est la vitesse du déplacement de l'énergie, de l'onde, je reprends la relation de dispersion, je l'arrange, comment? Je calcule la différentielle totale des deux membres.
Et donc, je dérive le premier membre. K au carré, ça donne 2 fois K dk. Et le deuxième membre, c'est, je dérive par rapport à oméga. Donc, 2 fois oméga d d'oméga. Et 1 sur c au carré, c'est une constante, ça reste. La dérivée de oméga p est égale à 0, puisque oméga p est une constante. Donc, si je reprends cette expression et je divise oméga par k et d d'oméga par dk. Je fais passer le c au carré au deuxième membre. J'obtiens oméga sur k, puisque k au deuxième membre va être oméga sur k. D d'oméga sur dk, puisque dk, quand il passe au deuxième membre, ça sera d d'oméga sur dk. Ce terme-là, c'est la vitesse de groupe, et ce terme-là, c'est la vitesse de phase. Donc, j'obtiens vitesse de phase fois vitesse de groupe est égale au carré de la vitesse de la lumière. Vitesse de phase fois vitesse de groupe est égale à la vitesse au carré de la lumière. C'est un résultat important. Le produit des deux vitesses, la vitesse de phase avec la vitesse de groupe, est égal au carré de la vitesse de la lumière dans le vide au carré. Donc, puisque leur produit est égal à c, si la vitesse de phase est supérieure à la vitesse de groupe, ça veut dire que la vitesse de groupe est inférieure à la vitesse de phase. Donc, leur produit est égal à c au carré. Donc, la vitesse de groupe, c'est c au carré divisé par la vitesse de phase. Je reprends l'expression que j'avais déjà calculée et j'obtiens une vitesse de groupe qui est égale à ce terme-là. Le carré, bien sûr, concerne les deux. Oméga p sur oméga, le tout au carré. Donc, la vitesse de groupe vaut racine carrée 1 moins oméga p au carré sur oméga, le tout multiplié par c. Et cette grandeur est toujours inférieure à la vitesse de la lumière. Alors, l'équation 12 nous informe, comme j'ai dit, que puisque leur produit est toujours constant, vitesse de phase fois vitesse de groupe, donc si la vitesse de phase dépasse la vitesse de la lumière, la vitesse de groupe devient beaucoup plus inférieure que la vitesse de la lumière. Ici, nous avons tracé la variation de oméga en fonction de k. L'expression de la dispersion, on l'a tracée. Et qu'est-ce que j'observe? D'abord, je prends la droite qui sépare, la droite linéaire, dont la pente est égale à c. C'est-à-dire, si c'était une vitesse, si c'était une onde dans le vide, j'aurais la relation oméga et k égale à cette droite-là. Or, dans un milieu dispersif, on va s'écarter de cette droite. Et le tracé de la relation de dispersion dans le plasma me donne la courbe en jaune. On remarque que pour des vecteurs d'onde plus faibles, on s'écarte de la droite C. On est dans un milieu dispersif. Et que cela tend vers C pour les très hautes fréquences. Que représente la vitesse de phase? Alors la vitesse de phase, c'est le rapport oméga sur C, c'est la pente de la droite à partir de l'origine. Et vous remarquez que la pente de vitesse de phase est supérieure à la vitesse C. Que représente la vitesse de groupe? C'est la pente de la tangente à la courbe. Puisque la dérivée d'oméga par rapport à k, c'est la pente de la tangente. Et si je prends le même point, je vois que la tangente, elle est beaucoup plus faible. La pente ici, elle est beaucoup plus faible que C. Et je représentais ici la pulsation de coupure. Inférieure, ça ne passe pas. Supérieure, ça passe dans le plasma. Et donc, lorsque ça passe, on a une vitesse de groupe plus faible que la vitesse de la lumière. Mais si la fréquence tend vers l'infini, on retrouve une vitesse de phase est égale à la vitesse de groupe est égale à C. Donc pour les très hautes fréquences, plus on est en haute fréquence, plus le plasma se comporte comme du vide.
et le milieu devient beaucoup moins dispersif. Étudions le cas des plasmas non dilués. Donc la première partie, la partie précédente, on a étudié la propagation des ondes électromagnétiques dans les plasmas dilués. Maintenant, si le plasma n'est pas dilué, alors les plasmas sont créés en laboratoire, on peut les voir dans certaines conditions, même dans la nature, et il peut ne pas être dilué, c'est-à-dire il y a suffisamment de collisions entre les ions pour ne pas les négliger. Et si on reprend l'équation du modèle de Drude, donc la deuxième relation de Newton, la masse par l'accélération, qui est la dérivée du temps, égale, on rajoute un terme qui représente une force visqueuse. La force visqueuse, c'est un paramètre qu'on multiplie par la vitesse avec un sens contraire à la vitesse. Ce paramètre, il va schématiser les collisions. Alors, les collisions qui vont y avoir entre les électrons et les ions vont être comme une force visqueuse. C'est une force visqueuse. Cette force, elle va être de sens contraire au mouvement et multipliée par une constante, la masse par taux, où taux a une dimension du temps, il représente à peu près, il est proportionnel au temps entre deux collisions. Plus il y a des collisions, plus on va dire que la force résistive, va être importante. Plus le temps diminue, plus le facteur va être important. Et inversement, plus le temps entre deux collisions augmente, plus on va schématiser ça par une force visqueuse faible. Donc ce terme-là représente la force visqueuse due aux collisions. Qu'est-ce qui change entre un plasma dilué et un plasma non dilué? C'est l'apparition de ce terme. Si le plasma est non dilué, donc il est un peu dense, donc il y a des collisions qui vont être paramétrées par ce terme-là. Et on garde notre force de Lorentz avec les approximations que nous avons supposées. On a dit que le champ V vectoriel B est négligeable devant E, donc la force de Lorentz se résume à Q fois E. En introduisant la loi d'électrocinétique, la densité de courant est égale à le nombre de particules par mètre cube fois la charge fois leur vitesse. On peut remonter ou remplacer la vitesse par son expression. Et là, j'obtiens la masse fois 1 sur NQ dérivée de J moins M sur T, 1 sur NV. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé V, ici, par cette expression. Et j'obtiens une autre relation, mais cette fois-ci, elle est fonction de J. Alors, pour une onde plane progressif harmonique, je rappelle, dérivée par rapport au temps revient à multiplier par I oméga. Et nabla, appliqué à quelque chose, revient à remplacer nabla par I fois le vecteur d'onde. Je remplace dans l'expression précédente, la dérivée par rapport à J, c'est multiplié par I oméga. Ici, il n'y a rien. Je le fais juste passer du premier membre vers le deuxième membre. Et j'aurai au premier membre N E au carré parce que c'était divisé par N E au carré. En remplaçant pour une onde plane progressif la dérivée par rapport au temps par I oméga et nabla par IK, j'obtiens IM oméga J. Donc I oméga correspond à la dérivation par rapport au temps. On a bien rappelé ça. Revenez au cours précédent. Et j'obtiens, en faisant sortir J facteur commun,
Et en basculant le coefficient de J vers le deuxième membre, j'aurai J égale N E au carré, tau sur M, 1 plus I oméga tau. Donc, je peux nommer ça comme un facteur constante sigma 0. J'aurai J égale à sigma 0, 1 plus I oméga tau, facteur de E. Pourquoi j'écris ça? C'est pour revenir à une expression qui ressemble à la loi d'Ohm locale, J égale à sigma E. Donc, notre sigma, cette fois-ci, dans le cas des placements non dilués, va s'écrire comme une constante, sigma 0, que je divise par 1 plus I oméga tau, avec sigma 0 égale à N E au carré tau sur M. Dans ce cas, la conductivité est un nombre complexe avec une partie réelle et une partie imaginaire. Si oméga tau est très très grand devant 1, donc pour des fréquences très grandes par rapport aux fréquences de collision entre les ions et les électrons, on retrouve le modèle du plasma dilué, où il n'y a pas de collision parce que la fréquence d'oscillation est beaucoup plus rapide que les collisions. Ici, si oméga tau est très grand devant 1, donc 1 devient négligeable devant son terme, je reviens à un sigma pur imaginaire et ce qu'on a vu dans le cas des plasmas non dilués. Donc pour oméga tau très grand devant 1, donc très haute fréquence, plus que les collisions, si la fréquence dépasse le temps de collision, alors on retrouve le modèle du plasma dilué avec une fréquence de coupure et tout ce qu'on a vu au paragraphe précédent. Si oméga tau est inférieur avec 1, c'est-à-dire pour les basses fréquences, ou si la fréquence est plus faible que le temps de collision, c'est-à-dire si la fréquence est plus faible, ça veut dire que la période de l'onde est plus grande que le temps de collision. Alors, on retrouve une conductivité réelle, puisque I oméga tau devient négligeable devant 1, et je retrouve une conductivité constante, et je retrouve le modèle du conducteur ohmique, c'est-à-dire c'est le même phénomène que dans le cas des conducteurs qu'on a vu dans le cours précédent. Autrement, si je remplace dans l'équation, si je reprends les équations de Maxwell, on aboutit facilement à une relation de dispersion, de la même façon qu'on avait vu au paragraphe précédent, avec K au carré fois E est égal à ce terme-là fois E, avec sigma qui dépend de la fréquence. On a vu que sigma dépend de la fréquence, dépend de la pulsation. Donc la relation de dispersion va s'écrire de cette forme-là. C'est un nombre complexe et il n'est pas pur réel, il n'est pas pur imaginaire. C'est un nombre complexe avec une partie réelle et une partie imaginaire et qui dépend de la fréquence. Donc si je remplace le vecteur d'onde partie réelle, partie imaginaire dans l'expression de l'onde, dans l'expression par exemple du champ électrique, j'aurai un facteur, le facteur imaginaire avec son I, si je distribue, qui va devenir réel et qui va moduler l'amplitude par décroissance. Et une partie, la partie réelle de l'onde, va rester dans l'onde. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'onde pénètre et se propage dans ce plasma, mais avec une atténuation. Certes, l'atténuation ne sera pas très importante par rapport au cas du conducteur, puisque dans le cas du conducteur, la conductivité est très élevée, ce qui n'est pas évident ici, mais elle va pénétrer l'onde dans le plasma,
mais au fur et à mesure qu'elle pénètre, elle va perdre en amplitude, elle va diminuer, mais elle arrivera à se propager grâce à l'existence de ce terme, grâce à l'existence de la partie réelle du vecteur d'onde K. Ce qui n'était pas le cas dans le plasma non dilué. Donc, qu'est-ce qui fait, pourquoi il y a des pertes d'énergie, d'amplitude? Eh bien, parce que la partie imaginaire, ici du vecteur d'onde, va correspondre aux collisions, c'est-à-dire à l'énergie cédée aux charges dues aux collisions, dues aux effets des collisions. Et donc, elle va absorber de son énergie pour l'atténuer. Sur ce se termine notre cours. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois. Salam alaikum.